Alors, ça fait longtemps qu'on n'avait pas organisé les ficelles de métier. Je rappelle juste pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à ce format, c'est un format qu'on a mis en place dans le cadre des conférences doctorales du doctorat en administration de l'ESG-UQAM. Donc, pour but un peu de nous sensibiliser notamment à l'exploration de nouvelles méthodes ou à des enjeux de carrière. Il y a un autre format qui s'appelle Intersection, qui a pour but de travailler à l'intersection des enjeux, des disciplines de recherche. Donc aujourd'hui, c'est un format intersection qui reprend. Il y en aura 3 ou 4 cette session. Donc aujourd'hui, on a le bonheur d'accueillir, Sylvie Grosjean qui va se présenter un peu plus longuement. Mais Sylvie, qui est professeure à Ottawa, je l'ai sollicitée parce qu'elle a pour le coup, elle incarne beaucoup la question de l'exploration méthodologique selon moi. Elle nous ouvre à des méthodes différentes, à des réflexions sur, l'ethnographie, mais aussi les stratégies d'écriture, enfin tout un ensemble de choses sur lesquelles elle réfléchit, mais qu'elle a aussi beaucoup pratiqué. Puis elle va nous en parler aujourd'hui. Et puis elle est, une actrice, centrale aussi du réseau de l'association de recherche, qualitative dont elle parlera aussi un peu, qui pourrait intéresser pas mal de monde, parmi vous. C'est vraiment un endroit, c'est un espèce de petit cocon dans lequel vous pourriez trouver votre bonheur également. Donc, Sylvie, bah, je suis ravi de t'accueillir et puis je te cède la parole, dès maintenant. Je t'ai mis en co-animatrice si tu veux partager des supports. Donc merci. Merci, merci Olivier pour l'invitation. Donc ça me fait plaisir d'être là, aujourd'hui à midi, puis de pouvoir un peu échanger avec vous. Donc peut-être juste pour, préciser un peu, hein, d'où je viens et puis un petit peu ce sur quoi je travaille et cetera. Donc, moi, je suis rattachée au département de communication à l'Université d'Ottawa et mon champ d'expertise est beaucoup plus la communication organisationnelle, mais aussi la communication et santé. Donc, je me suis intéressée à des organisations un petit peu particulières qui sont nos organisations de santé, qui sont des organisations assez complexes. Et effectivement, pouvoir jumeler à la fois cette expertise en communication et santé et communication organisationnelle. Alors, depuis 2020, je suis aussi titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les technologies numériques de santé, ce qui me permet à moi, notamment à travers cette chaire, de développer une méthodologie qui repose beaucoup plus sur le co-design, donc sur des approches beaucoup plus participatives et engageantes, d'autant plus qu'il y a je dirais, un paradigme qui se met en place comme ça au sein des sciences de la santé, qui est l'engagement des patients. Donc, ça soulève tout un tas d'enjeux sur le plan méthodologique. Mais j'ai aussi beaucoup fait d'ethnographie organisationnelle et notamment en utilisant la vidéo. Donc, c'est un petit peu, je dirais, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous à partir d'exemples. Rapidement, pour peut-être introduire l'association pour la recherche qualitative, parce que je pense que ça peut être une ressource super intéressante pour vous. C'est une association francophone donc, qui vraiment s'intéresse aux méthodes qualitatives, à la recherche qualitative. Si vous allez sur le site Association pour la recherche qualitative, il y a un site internet, vous pouvez aller sur le site et puis vous verrez qu'il y a une revue qui s'appelle la revue Recherche qualitative, qui peut être une bonne ressource aussi si vous cherchez des articles sur des méthodologies particulières. C'est souvent des réflexions de chercheurs, etc. Puis, cette association organise tous les ans 2 colloques. Un colloque à l'automne, qu'elle appelle le colloque de l'automne de la RQ, puis un colloque pendant la période de la CRAS. Il faut savoir que le colloque de l'automne, c'est un colloque qui se veut ouvert autant aux chercheurs qu'aux doctorants, aux étudiants gradués en général, etc. Et qui se veut vraiment un colloque où c'est un espace de discussion, de débat sur nos méthodes, de réflexion collective. Et cette année, peut-être que ça peut intéresser certains d'entre vous. La thématique du colloque de l'automne, c'est l'analyse en groupe de la pratique professionnelle à partir de situations complexes. Et donc, c'est de l'animation à la production de savoir.
Donc, je pense que si certains sont intéressés, ben, je vous invite à regarder. Il y a aussi possibilité d'être membre de cette association, de recevoir beaucoup plus souvent, je dirais, des informations concernant les activités. Je sais qu'il y a des ateliers qui se donnent aussi de formation très pratico-pratique sur la recherche qualitative. Donc, ça peut être une ressource complémentaire pour vous. Donc, voilà un petit peu pour l'introduction. Donc, je vais partager mon écran avec vous. Donc, je pense que vous devriez voir sous peu donc mon écran partagé, ce qui va vous permettre un petit peu de suivre, parce que j'ai quelques extraits aussi que je souhaite partager avec vous. Donc, peut-être au niveau pour introduire un peu, donc j'espère que vous voyez bien mon grand écran, pas juste toutes mes petites cases. OK. Donc, peut-être une rapide introduction, parce que vous allez voir que la vidéo-ethnographie, c'est quand même un domaine interdisciplinaire. Hein, c'est pas nouveau. Il y a quand même beaucoup de disciplines qui ont fait usage de la vidéo-ethnographie dans différents contextes. Donc, ça nous permettra de regarder un petit peu ce qui s'est déjà fait. Puis, vous verrez, je vais porter une attention, moi, sur un peu plus, je dirais, mon arrière-plan, les auteurs qui m'ont nourri dans ma pratique de la vidéo-ethnographie. Ce ne sont pas forcément les auteurs que tout le monde mobilise, mais des auteurs que j'ai trouvés moins intéressants, sachant que je m'intéresse vraiment aux activités professionnelles, mais à un niveau micro, comment les gens travaillent. Donc, évidemment, il fallait que je sois au plus proche des pratiques. Et pour l'aspect un peu plus pratico-pratique, j'ai décidé de mobiliser 2 projets de recherche qui sont en lien évidemment avec les recherches en santé, sur lesquels on a fait des enregistrements, donc vidéo. On a travaillé du matériau vidéo dans le cadre de vidéo-ethnographie, et puis 2 projets qui vont nous permettre à la fois d'essayer à réfléchir ensemble le dispositif technique, le cadrage, la temporalité, donc des questions qui vont se poser très concrètement au chercheur quand il va vouloir commencer à utiliser sa caméra pour filmer des activités. Et puis, la deuxième, je dirais, le deuxième thème que je vais discuter avec vous aujourd'hui, c'est la question de qu'est-ce que je fais de ces enregistrements-là quand j'ai des heures et des heures de film, comment j'analyse ce matériau, comment je travaille ce matériau, parce qu'évidemment, on peut très vite se sentir un peu submergé par une quantité assez importante de films. Donc, j'essaierai de vous présenter un petit peu la manière dont moi je les travaille, ces matériaux-là, dans le cadre de la démarche d'analyse. Alors, c'est sûr que quand je dis que c'est un domaine interdisciplinaire, vous voyez, là, j'ai mis quelques exemples, puis je pense que je pourrais ajouter d'autres petits points et on pourrait assez facilement en ajouter. Évidemment, la sociolinguistique, qui s'est beaucoup intéressée à la vidéo-ethnographie en général, pour justement enregistrer des pratiques langagières en contexte de travail ou autre. J'aime beaucoup aussi les travaux d'Éric Laurier en géographie, qui va, par exemple, mettre sa caméra dans les rues, donc quand des touristes, je dirais, naviguent dans les rues d'une ville pour s'orienter avec des cartes, etc., où il a mis aussi sa caméra parfois dans des voitures pour justement comprendre comment la coordination se fait entre un conducteur quand il lise une carte, etc. Donc, je trouve il a je dirais, il utilise beaucoup aussi la vidéo-ethnographie pour aller étudier dans le domaine de la géographie, notamment la géographie sociale, etc., un certain nombre de choses. Évidemment, la sociologie, tout ce qui est les activités de travail dans divers contextes, les hôpitaux, les salles de classe, les centres de contrôle, les cabinets d'architectes, puis je pense que je dois en oublier, parce qu'il y a quand même toute une tradition, cette tradition des workplace studies, qui est quand même une tradition depuis longtemps de la sociologie, où on a mis la caméra dans des centres de contrôle, je pense notamment
des articles sur l'analyse de la coordination dans un centre de contrôle du transport ou du métro à Londres, etc. Donc, comment les individus se coordonnent hein, dans un centre de contrôle. Moi-même, à un moment donné, j'avais fait une recherche dans un centre de répartition des urgences 911 hein, pour voir comment justement ce travail de coordination se faisait entre les répartiteurs et les ambulances. Et j'avais eu l'occasion de faire des observations, de filmer un petit peu. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites aussi dans les espaces publics, hein, dans les musées. Donc avec la vidéo-ethnographie et dans des environnements familiers aussi à la maison. Donc là, j'ai mis quelques exemples qu'on retrouve dans des travaux assez classiques. Hein. Et c'est vrai que souvent, ce qui va intéresser les chercheurs, c'est cette capacité que peut avoir la vidéo-ethnographie de pouvoir enregistrer des activités quotidiennes, des pratiques de travail, et donc de pouvoir cerner toute cette écologie de l'activité, donc à la fois comment les gens interagissent entre eux, mais aussi avec des objets, avec des technologies. Ça donne accès aussi à la fois à la manière dont ils vont manipuler certains matériaux, ça donne accès à des engagements corporels, etc. Donc, on a un accès privilégié à beaucoup d'informations. Et je pense il y a une littérature assez foisonnante hein, sur l'usage de la vidéoethnographie dans différents domaines. Alors évidemment, dans le milieu de la communication organisationnelle ou des organisations aussi, de plus en plus, hein, un certain nombre de collègues, je pense à Consuelo Vasquez, hein, qui a suivi comme ça, qui fait du vidéo shadowing, etc. Donc vous verrez qu'il y a différentes formes hein, de vidéo-ethnographie hein, qui se mettent en place, dépendamment évidemment de l'objectif du projet de recherche. Pour ma part, ce qui m'a, je dirais, ce qui a nourri un peu mes propres travaux, c'est, je dirais, tous les travaux de Le Baron, Streeck et Meus, et notamment eux, ce qu'ils appellent la micro-ethnographie, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir enregistrer des activités professionnelles, donc des pratiques professionnelles, et de donner, d'avoir un accès vraiment aux détails de l'activité, hein, donc à cet aspect micro de notre interaction. Et donc, du coup, je vais beaucoup m'appuyer à la fois sur les workplace studies, c'est aussi un domaine qui m'a beaucoup inspiré, mais aussi tous les travaux de la linguistique interactionnelle, notamment les travaux qui sont faits par Lorenza Mondada, qui utilise beaucoup aussi la vidéoethnographie. Donc, ce sont des auteurs comme ça qui ont aussi nourri d'une certaine manière ma réflexion méthodologique. Et ce qui m'intéresse avec ces auteurs-là, c'est qu'ils prennent en compte, certes, à la fois les activités langagières, donc le fait qu'on échange, on communique, on se parle hein, quand on travaille ensemble, mais ils prennent en compte aussi, dans l'analyse de ces interactions, toute la question de l'engagement corporel, le fait qu'on manipule les objets, on écrit, on travaille avec des ordinateurs, donc tous ces aspects à la fois corporels et matériels sont intégrés à l'analyse et c'est vraiment cette démarche-là aussi qui m'intéressait. Alors, par exemple, j'ai utilisé la vidéo-ethnographie dans le cadre d'une compagnie d'arpentage, par exemple, pour essayer de comprendre comment se construisait donc à l'époque une manière de voir organisationnelle. Alors évidemment, les arpenteurs, hein, en général, ils vont sur le terrain, ils regardent un certain nombre de choses. Donc ce que j'ai fait, je me suis immergée dans cette compagnie d'arpentage et j'ai filmé des activités. Donc évidemment, pas tout le temps, hein, mais à un moment donné, j'ai eu une période d'observation un petit peu pour me familiariser avec leur travail. Et à un moment donné, j'ai choisi de filmer certaines activités clés. Alors par exemple, j'ai filmé les activités
des arpenteurs sur le terrain en les suivant avec ma caméra pour voir comment ils travaillaient, etc., avec les différents outils, comment ils étaient amenés à voir, à regarder le terrain, comment ils partageaient ces informations-là, évidemment avec les autres membres de l'équipe qui vont être amenés à dessiner les cartes, etc. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir des films dans différents espaces. Donc, c'est ce que j'ai appelé aussi une vidéo-ethnographie multisite, parce que je me déplaçais à cette époque-là dans des sites différents. Et donc, du coup, j'allais sur le terrain avec les arpenteurs, je restais dans les bureaux. Et c'était intéressant parce que la question du voir dans cette recherche-là est venue tout de suite. Je travaillais avec celui qui fait les cartes, donc, et il me dit, oh, de toute façon, moi, je vois des choses que tu vois pas. Et tout de suite, cette question du voir est venue centrale dans la collecte de données. Et ça m'a permis de travailler sur justement comment se construit collectivement une manière de voir un terrain et comment cette manière de voir-là, eh bien, elle va guider les activités des différents acteurs. Donc, il y a un article qui est paru dans la revue Anthropologie des connaissances, qui est un article qui synthétise un peu les résultats de cette recherche-là. Vous pouvez voir, mais ça vous donne une idée d'une manière dont j'ai pu, dans un autre contexte que le contexte des organisations de santé, mobiliser la vidéo-ethnographie avec toujours cet intérêt de pouvoir filmer le travail quand il se fait dans son écologie d'une certaine manière. Alors, on va garder ensemble, on va discuter un petit peu sur le plan méthodologique autour de deux recherches que j'ai menées en santé. La première, elle s'est faite en partenariat avec un laboratoire de simulation dans un hôpital. En fait, notre objectif, c'était de mieux comprendre les interactions entre un patient et un médecin lors de téléconsultations médicales, donc quand il y a utilisation de la télémédecine. Et puis, nous, plus spécifiquement, on essayait d'étudier comment se réorganise l'activité clinique dans ce contexte justement d'une activité clinique à distance, quand le médecin n'a pas l'occasion d'avoir accès au corps du patient, donc il ne peut pas le toucher, il ne peut pas faire d'examen physique, tout se fait à distance. Et donc, comment se reconfigure cette activité clinique-là? Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir quelles étaient les stratégies de communication qui étaient mises en œuvre par les médecins, justement, pour pouvoir faire un examen clinique. Et en l'occurrence, on s'intéressait plus spécifiquement à la dimension sensorielle de l'activité. On avait fait des précédentes recherches où on s'était rendu compte que dans le processus de prise de décision clinique, les sens intervenaient. Et on s'était dit, tiens, quand on est dans une situation de téléconsultation, il n'y a pas accès évidemment à cette dimension sensorielle parce que ce n'est pas possible de toucher le corps du patient, de sentir, etc. Et on s'était demandé comment justement le médecin compense d'une certaine manière ce manque d'expérience sensorielle là et quelles sont les stratégies qu'il met en place pour essayer de compenser et en l'occurrence on s'est dit de sentir à distance d'une certaine manière, sentir les choses à distance. Donc ça, c'est une première recherche qui s'est faite vraiment en collaboration avec l'équipe du laboratoire de simulation. On a pu suivre la création d'un scénario de simulation. On était même engagé dans la création de ce scénario-là. On a pu filmer des téléconsultations avec un patient simulé, etc. Donc, on regardera un petit peu le dispositif méthodologique qu'on a mis en place. Et le deuxième projet dont je parlerai, c'est un projet qui était avec la faculté de médecine et c'était pendant la pandémie. Et je l'ai choisi parce que c'est un moment où on a fait de la vidéoethnographie, mais en ligne, parce qu'évidemment, à cette époque-là, les comités d'éthique ne nous autorisaient pas à faire du face-à-face, donc on a dû adapter, je dirais d'une certaine manière, notre méthode, innover un peu, essayer de voir comment on pouvait réaliser ce projet-là, tout en étant tous à distance. Et en l'occurrence, dans ce cas de projet-là, c'était pour la faculté de médecine l'idée d'implanter un nouveau curriculum pour les
étudiants en médecine en utilisant ce qu'ils appellent des patients simulés. Et nous, on travaillait plus spécifiquement à comment penser. En fait, l'idée, c'était de comment former les patients simulés, d'une certaine manière, à interagir avec des étudiants en médecine pour les conscientiser sur un certain nombre de pratiques cliniques à mettre en œuvre quand on fait une téléconsultation. Donc, il y avait un but de formation, en fait, à la fin. Et nous, c'était vraiment de pouvoir révéler un petit peu ces savoir-faire communicationnels des patients simulés, pouvoir identifier des situations d'interaction qui peuvent servir de référence à la formation future des patients simulés pour pouvoir être intégrés plus tard au curriculum de la formation des futurs médecins. Donc, deux exemples de recherche qui vont nous permettre justement d'avoir ces discussions méthodologiques. Alors, ma première partie, ça va être sur les enregistrements vidéo de moments clés, parce que je pense que c'est important quand on commence à vouloir utiliser cette méthodologie-là de la vidéo-ethnographie, c'est important de pouvoir se dire qu'est-ce que je vais enregistrer, pourquoi je vais l'enregistrer, comment je vais l'enregistrer. Donc, des questions très pratico-pratiques qu'on va se poser. Souvent, on va commencer pas forcément avec notre caméra au départ. Souvent, on va commencer à se familiariser avec le milieu, apprendre à le connaître, ce milieu, avoir des réunions, peut-être des moments d'observation où on suit quelqu'un, etc. Et ce qui va nous permettre, en connaissant un peu mieux le milieu, de se dire, ma caméra, c'est intéressant que je la mette là, par exemple, pendant ces réunions. Par exemple, j'avais une année travaillé avec un cabinet de consultants en environnement et puis je voulais justement voir comment je dirais, se construisait une mémoire organisationnelle, comment il y avait un petit peu de savoir qui circulait au sein de cette organisation-là. Et c'est vrai que les premiers temps, quand je suis arrivée, je ne suis pas arrivée avec ma caméra. Je sais qu'ils avaient par exemple des réunions de consultants tous les lundis à 11h, donc je leur ai demandé si je pouvais participer à leurs réunions pour apprendre un peu plus sur ce qu'ils faisaient, etc. Et c'est après, même quasiment avec eux, eux m'ont suggéré des moments où je pouvais venir, par exemple. Et c'est vrai que pendant l'ethnographie, j'ai même eu à un moment donné une consultante qui est venue me dire, là, j'ai une stagiaire, ça serait bien, tu pourrais venir et nous suivre. Donc, c'est intéressant aussi de voir que parfois, moi, je peux proposer des moments où je vais venir avec ma caméra, mais le milieu aussi, il leur est arrivé, quand ils ont compris un peu ce que je cherchais, de me dire, tu pourrais venir, là, on va faire quelque chose qui est intéressant. Et donc, j'ai pu, par exemple, filmer le travail entre la directrice du bureau et un jeune consultant sur un projet qui posait problème. Eux-mêmes m'avaient été venus me chercher en me disant, ça pourrait être bien que tu viennes là parce qu'on pense que… Et donc, du coup, c'est aussi faire confiance au milieu, parfois, qui peut attirer notre attention sur des événements et du coup, j'ai pu filmer des moments d'interaction très riches que le milieu lui-même m'a suggéré. Et ça, c'est rendu possible parce que justement, il y a une immersion aussi dans l'organisation. Donc, c'est vraiment important aussi d'avoir ce dialogue avec le milieu avec lequel on travaille, d'une part pour apprendre à les connaître, mais aussi parce qu'eux, ils vont apprendre de vous, de qu'est-ce que vous cherchez à comprendre. Et souvent, moi, je me suis rendu compte que les milieux avec qui je travaillais étaient très contents de pouvoir aussi m'aider dans ma collecte de données et parfois me suggérer des solutions. Alors, par exemple, pour la vidéo-ethnographie dans le laboratoire de simulation, c'est vrai que nous, l'idée, quand on a discuté avec eux, c'était vraiment cette idée de préserver l'écologie de l'action, de choisir les cadrages. Donc, on était très chanceux parce que comme cette ethnographie s'est déroulée dans un laboratoire de simulation, on avait toute l'infrastructure pour filmer sous différents angles. Donc, on a pu utiliser leur infrastructure
Et là, par exemple, vous voyez, j'ai à la fois une caméra dans le laboratoire, j'ai une caméra qui filme la téléconsultation. Donc, j'ai ce qui se passe au sein du laboratoire, j'ai ce qui se déroule pendant la téléconsultation. Moi, j'étais avec les techniciens qui filmaient derrière. Donc, on avait vraiment toute l'infrastructure du labo pour nous. Et ça, c'était intéressant de pouvoir avoir accès à toute cette écologie de l'action. Et puis, à nous de choisir, alors évidemment, de choisir les cadrages aussi. Et ça s'est fait en discussion avec eux. On avait différentes caméras qui pouvaient justement cadrer différents types d'actions. Alors, en gros, ici, nous, on avait un dispositif technique, je dirais, à deux faces. C'est un petit peu ce qu'on a appelé dans notre chapitre, hein, the bright side et the hidden side. En fait, ce qui revient au zoom in et zoom out dans certains articles. Il faut vous rappeler que le but de cette recherche-là, c'était vraiment d'étudier la réorganisation de l'activité clinique dans un contexte de téléconsultation. Puis on avait deux sous-objectifs. C'était d'une part d'essayer de voir comment le médecin y construisait une proximité à distance avec son patient, malgré justement le fait qu'ils soient tous les deux derrière un écran. Et comment s'accomplissait ce que Deborah Lupton et Maslen nomment le travail sensoriel à distance, hein, puisqu'on s'intéressait aussi au fait comment on peut faire un examen clinique à distance, un examen physique, alors qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas sentir. Donc vraiment pour nous, c'était d'examiner la microdynamique des interactions lors de ces téléconsultations. Et c'est pour ça qu'on a à la fois un dispositif, on va voir sur le plan méthodologique, qui nous permet de zoomer en avant, donc d'avoir une focale en termes d'enregistrement sur les micro-interactions entre le patient et le médecin. Mais ce qu'il nous fallait aussi parfois, c'est comprendre un certain nombre de choses, d'actions, d'activités. Et c'est pour ça qu'on a fait après ce qu'on appelle un zoom avec. Et donc, plutôt utiliser ce que certains vont nommer la vidéo-ethnographie réflexive, la vidéo réflexive, etc., ou les entrevues d'autoconfrontation. Donc, il y a plusieurs noms qui existent comme ça, mais c'est cette idée d'utiliser une méthode visuelle collaborative pour interpréter avec les professionnels le premier captage vidéo qui avait été fait. Alors, on va regarder ça un peu plus en détail. Donc, dans un premier temps, ce qu'on filmait, c'était les 15-20 minutes de téléconsultation, donc ce zoom en avant sur, je dirais, ce qui se passait entre le patient et le médecin pendant la téléconsultation. Et vous voyez que là, j'ai un montage de deux cadrages. J'ai à la fois le film de ce que fait le médecin, que vous avez dans le gros cadre, donc j'ai cadré sur ce que fait le médecin, et on a un cadrage sur ce que fait la patiente à distance ici. Et j'avais la possibilité aussi d'avoir une caméra dans la salle où était la patiente. Donc, je pouvais aussi avoir l'enregistrement de la patiente dans sa salle. La patiente dans sa salle était accompagnée d'une infirmière. Donc, je pouvais aussi avoir accès à l'interaction entre l'infirmière et la patiente dans sa salle. Donc, en fait, au niveau du captage vidéo en lui-même, j'avais une caméra qui filmait l'ensemble du laboratoire de simulation avec tout le dispositif qui était mis de téléconsultation. J'avais une caméra qui était localisée dans la salle où était la patiente simulée avec l'infirmière, et puis une caméra qui concentrait sur uniquement l'écran parce que je voulais voir ce que le médecin voyait aussi. Hein, pas, parce que lui, il est derrière un écran, donc je voulais aussi avoir accès à ce que le médecin voyait derrière son écran. Donc, ces différents cadrages nous permettent de faire des montages ici, vous voyez, pour avoir accès à la fois à ce que fait le médecin et à ce que fait la patiente. Donc, ça nous permet d'observer, d'enregistrer en vidéo ces téléconsultations. C'était des téléconsultations avec un scénario très, très connu de ces médecins-là, parce que c'était des médecins en orthopédie. Et donc, c'était un suivi post-opératoire en orthopédie, genre de suivi qui se fait assez régulièrement dans cet hôpital-là avec les patients. Donc ça, c'était, je dirais, la partie zoom avant sur l'interaction. Et dans un deuxième temps, tout de suite après leur téléconsultation,
on emmenait les médecins, et là, vous le voyez, il était avec nous dans une salle qu'on filmait et on revisionnait avec eux leurs 10-15 minutes de téléconsultation. Et donc, on les visionnait avec eux. Et donc, c'est là où on a ce zoom avec, hein, et où on a, lorsque Sarah Pink nomme le video reenactment, hein, c'est cette idée où on a une pratique réflexive. Donc, le médecin peut se voir à l'écran. Et là, en l'occurrence, il avait accès aux différents captages vidéo qui avaient été enregistrés. Et on regardait avec lui la téléconsultation. Et nous, alors ce qu'il y avait à ce moment-là, c'est que chacun d'entre nous pouvait s'arrêter sur un moment qu'il voulait commenter, que ce soit le médecin ou que ce soit nous. Et puis, on pouvait avoir à ce moment-là une sorte d'interaction ou d'entrevue. Nous, on pouvait leur poser des questions pour approfondir des choses en leur disant, ben là, vous avez fait ça, pourquoi, etc. Donc, pour essayer de comprendre, comme lui, le médecin, parfois, pouvait attirer notre attention sur des choses qu'il avait faites et qu'il voulait partager avec nous. Donc, c'est vraiment cette idée de stimuler une forme de réflexivité à partir du visionnement de sa propre vidéo avec la personne qui a été vue. Alors, c'est vrai que pour nous, ce matériau-là, en fait, était intéressant parce qu'on a pu, après ça, faire une analyse approfondie, moment par moment, et l'interaction entre le médecin et le patient, de comprendre les différents modes de communication, mais aussi de pouvoir, avec justement ces zooms avec, de pouvoir mieux comprendre certaines pratiques, pourquoi il les faisait comme ça, pourquoi il avait choisi, on verra à un moment donné, il choisit de montrer, de se lever, de faire des choses. Donc, il nous explique pourquoi il fait ça comme ça, alors qu'en clinique, en face à face, il ne le ferait pas, etc. Donc, c'était pour nous vraiment l'occasion de pouvoir avoir des explications supplémentaires sur les gestes et les choses qu'ils avaient faites. Et évidemment, j'en reparlerai un peu plus tard, ce matériau-là, on l'analyse avec une analyse multimodale, dans le sens où on prend en considération, oui, ce qui se dit, mais aussi toute la gestuelle et les engagements corporels. Donc ça, c'est un exemple avec cette première recherche. La deuxième recherche, qui est un petit peu différente, c'est que là, c'était une vidéo-ethnographie en ligne parce que, évidemment, on était en période Covid, donc il a fallu combiner à la fois des enregistrements vidéo avec une analyse fine des interactions. Puis, je vais vous montrer un petit peu le dispositif méthodologique qu'on a mis en place sur plusieurs mois. Donc, en mai 2020, en fait, la faculté de médecine a un projet de curriculum de télémédecine. C'est un projet pilote. Donc, elle met en place assez rapidement pendant la pandémie, hein, pour justement soutenir ses étudiants en médecine. Et dans le cadre de ce projet pilote-là, en fait, ils ont créé des téléconsultations simulées avec des patients simulés et des étudiants. Et puis, la faculté de médecine nous dit, on a peut-être besoin de travailler la formation de nos patients simulés parce qu'ils ont beaucoup l'habitude, à la faculté de médecine, de travailler avec des patients simulés, mais pour des simulations avec des étudiants qui sont dans une salle, hein, dans une clinique normale. Et là, c'était vraiment l'idée de mobiliser les patients simulés pour aider à la formation de futurs médecins dans ce curriculum-là. Donc, l'idée, c'était de dire, nous, on va faire des téléconsultations simulées. Est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir suivre ce projet-là et de nous aider à voir comment on peut outiller un peu mieux nos patients simulés pour les aider à l'avenir. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a suivi un petit peu toute cette formation et nos patients simulés. Donc, dans un premier temps, on a fait des enregistrements vidéo des téléconsultations simulées. Il y avait une trentaine d'étudiants, il y avait 13 patients simulés, il y avait plusieurs scénarios. Donc, on est vraiment toujours sur un zoom en avant sur les interactions. Donc, on a filmé ça. Ensuite de ça, on a collecté des documents. Donc, on est vraiment dans une démarche aussi ethnographique de pouvoir collecter des documents. Ce qui s'est passé, c'est que les patients simulés
produisait des fiches réflexives après les téléconsultations, donc des fiches réflexives sur leur rôle, hein, comme patient simulé, et puis il commentait. Donc là, par exemple, c'est un exemple de note réflexive de patient simulé qui a complété. On avait un groupe de discussion avec les patients simulés qui a été filmé, où ils revenaient un peu sur leur pratique, est-ce que ça avait changé, etc. Nous, on a procédé à des analyses multimodales des interactions justement de tous ces enregistrements vidéo pour notamment identifier différents types de stratégies qui étaient mises en place par les patients simulés pour attirer l'attention des étudiants sur un certain nombre de symptômes, etc., et donc les aider dans leur formation. Et on a terminé en présentant un certain nombre d'analyses à nos patients simulés, des extraits d'interactions qu'on trouvait significatifs et qu'ils ont pu commenter. Donc, on était ici avec un zoom avec, mais à la différence de la précédente recherche où on regardait l'ensemble de la vidéo, là, on a plutôt ciblé sur des épisodes suite aux premières analyses qu'on avait faites. Et donc, on regardait ces épisodes-là avec les patients simulés pour qu'ils puissent les commenter et puis peut-être ajouter des choses avec un groupe de discussion. Et là, qui était plus collectif, ce n'était pas individuel. Donc, on était plus sur regarder ces extraits-là avec eux de manière collective. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de nos enregistrements, comment on les a produits. Alors, c'est sûr que ça, c'est deux démarches méthodologiques un peu différentes. Alors, on pourra y revenir tout à l'heure dans la discussion ensemble. Hein. Ce que j'aimerais maintenant aborder avec vous, c'est une fois qu'on a enregistré ces moments d'interaction-là, c'est comment je les analyse, hein, parce que vous imaginez bien qu'on a beaucoup d'heures de films, d'enregistrement. Alors, là, je vais vous parler un peu plus en détail de ma démarche d'analyse à moi, qui est inspirée aussi de ce qu'on retrouve dans les workplace studies, dans la manière d'analyser. Dans un premier temps, ce que je fais ce que j'appelle des pré-analyses, c'est-à-dire que je fais un synopsis. Un synopsis, ça veut dire que, comme vous le voyez, j'ai mis quelques exemples, je visionne les enregistrements et je crée un synopsis avec des temps forts. Par exemple, pour mes 15 minutes de téléconsultation médicale dans le premier projet, par exemple, à 0 minute, je décris qu'est-ce qui se fait, il pose une question sur ça, à la minute 5, il fait ça. Donc, c'est vraiment très descriptif, c'est avec des moments clés qui me paraissent importants. Je peux aussi avoir des fragments, comme vous le voyez là, d'interactions qui me paraissent clés. Et puis, je divise ma feuille en trois, donc la temporalité, des notes descriptives sur ce qui se passe, ou des petits extraits de ce qui se donne, et puis sur le côté, des pré-analyses, donc des réflexions personnelles pendant le visionnement de la vidéo que je me fais, en ayant en arrière-plan mon objectif. Mon objectif, c'était de comprendre, évidemment, comment se réorganise la pratique clinique, comment il fait son examen physique, toute la dimension sensorielle. Donc, tout ce qui va attirer mon œil pendant le visionnement vidéo sur des éléments que je trouve intéressants par rapport à ma question de recherche qui est en arrière-plan, mes objectifs de recherche, je vais le noter sur le côté. Donc, je fais ce synopsis. Et ça va guider un peu mes analyses préliminaires, puis ça va me guider dans la sélection peut-être d'événements ou de moments d'activité qui sont jugés comme signifiants pour moi par rapport à mon objet de recherche. Et j'aime bien cette citation de Hels dans son livre justement sur le captage vidéo et les analyses vidéo, c'est que ces fragments ou ces épisodes que je vais sélectionner pour les analyser beaucoup plus finement, hein, parce que le synopsis c'est quelque chose d'assez grossier, je vais les sélectionner parce qu'ils ont un intérêt par rapport à mon objet de recherche, hein, et parce qu'ils vont illustrer quelque chose par rapport à mon objet de recherche. Et donc, c'est là où, grâce à mon synopsis, je peux identifier des moments, par exemple, tiens, à la 8e minute, il se passe quelque chose de super intéressant, j'ai noté ça dans mon synopsis, le médecin se lève, il fait une démonstration, il cherche à montrer, ou il incite
par exemple, la patiente a touché et a partagé des sensations. Donc, il se passe des choses extrêmement importantes à ce moment-là. Et c'est là où je décide, cet épisode-là, de le revisionner et de le transcrire de manière très fine. Donc, c'est le moment où je vais transcrire de manière fine les épisodes que j'ai sélectionnés. Alors moi, j'utilise des codes de transcription qui sont utilisés par Lorenza Mondada, où je transcris à la fois ce qui se dit, mais aussi, on le verra tout à l'heure, je vais vous montrer des exemples de transcription, tout ce qui est la gestuelle, la manipulation d'objets, l'engagement corporel. Donc toutes les dimensions aussi non verbales sont intégrées à mes transcriptions. Et donc, c'est sûr que la transcription, elle va être très minutieuse de ces épisodes que j'ai sélectionnés. Je vais utiliser des conventions de transcription. Alors moi, c'est celle que j'utilise, c'est celle de Lorenza Mondada parce que je suis familière avec celle-là, mais on peut en utiliser d'autres. Hein. Il suffit juste de dire quelle convention de transcription on va utiliser. Et je vais procéder à ce moment-là à une analyse fine et détaillée de l'interaction de ces épisodes-là. Donc, à ce que j'appelle une analyse multimodale de l'interaction qui est développée par des chercheurs comme Laurent Filiettaz, Lorenda Mondada, Streck aussi dans son travail. Alors, on va regarder ensemble un exemple d'épisode de vidéo. Ça, c'est un exemple d'extrait vidéo de la première vidéo, en fait, de première recherche entre le médecin et la patiente. Alors, c'est un extrait, vous allez voir, que j'ai choisi parce que par rapport à mon objectif de recherche, il y avait une collaboration très étroite qui se faisait avec la patiente. Il y avait des engagements corporels très forts de la part du médecin. Et puis, il y avait, moi, ce que j'ai appelé une forme de travail sensoriel distribué, que vous allez voir, évidemment, comme c'était mon objet de recherche, c'était un moment qui était intéressant, qui pouvait illustrer comment, justement, le médecin adapte ses stratégies pour essayer de sentir comme ça à distance. Thank you. And Jeanette, if you don't mind, I'm going to get you to stand up for a second. And you can see me. And what I'd like you to do is bring your leg nice and straight like that. And turn side. Yeah, exactly. Excellent. Thank you. If we could go down a bit. Thank you. Straighten it out as much as you can. Sorry. Just a second. Excellent. Good. Okay. And then if you can bend your knee up as much as you can. You go further. Good. Okay. And then I'll let you sit down. Thanks. And when you bring that up, was it painful? I could feel the pulling. Okay. Like it's tight. Okay. But to be painful it's not so painful. Good. Have you had? Alors, ce qui est intéressant dans cet extrait-là, c'est qu'il y a deux moments forts. Il y a le moment où il y a un engagement corporel du médecin pour justement, lui, ce qu'il veut, puis il nous l'explique plus tard après. Alors, j'ai aussi l'enregistrement où il explique ce qu'il fait dans justement les vidéos qu'on a enregistrées avec eux, où il nous dit pourquoi il fait ça. Mais il nous dit tout simplement, en clinique, je peux la voir marcher quand elle rentre de la salle d'attente à mon bureau, ce que je n'ai pas pu faire là en téléconsultation, je ne l'ai pas vu arriver. Donc, il dit en clinique, j'ai des informations que je n'ai pas en téléconsultation. Puis il dit, en plus, donc je ne connais pas sa mobilité de la jambe, etc. Donc, je suis obligée de reproduire ça. Mais il dit, d'un autre côté, il s'engage corporellement parce qu'il veut vraiment voir. Il dit, je veux voir des choses et des mouvements particuliers. D'où le fait qu'il montre et qu'il s'engage lui-même corporellement. Et ça, c'est intéressant. Donc, ces gestes de monstration, ces actes de mimétisme de la patiente et tout ce travail comme ça de collaboration pour l'aider tranquillement à la fin à verbaliser des sensations. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est douloureux? Et en fait, il l'amène à verbaliser une sensation. Et là, c'était intéressant pour nous de voir comment justement il y a une autre forme de travail sensoriel qui s'accomplit et qui s'accomplit de manière collaborative d'une certaine manière. Alors, dans l'aspect plutôt transcription, vous voyez, nous, on va transcrire tout ce qui se dit. Entre crochets, je vais décrire
parfois les mouvements corporels. Et puis, ce qui m'arrive aussi, c'est d'intégrer à mes transcriptions des captations d'extraits de la vidéo pour montrer les choses. Donc, ils vont être, par exemple, je vais parfois mettre des numéros, 1, 2, pour montrer à quel endroit j'ai capté la vidéo pour qu'on puisse voir à la fois l'interaction verbale, mais aussi non verbale dans la transcription. C'est important pour moi parce que je veux impliquer la dimension d'engagement corporel dans l'analyse. Donc, en gros, nous, on a pu identifier 3 stratégies de communication. Vous pourrez aller voir le texte 2020 si certains sont intéressés. Différentes stratégies qui sont utilisées par les médecins pour justement accomplir ce travail sensoriel et cette forme de sentir à distance. L'autre étude, je l'ai mise là, c'est entre l'étudiante et le patient simulé. Ce qui est intéressant aussi ici, vous voyez, on a dans nos transcriptions aussi toujours ces extraits à la fois de ce qu'il se dit, mais aussi de ce qu'il se fait par les captages de moments de l'interaction. Et on a les rétroactions avec les patients simulés. Ce qui était intéressant ici, c'est qu'on peut voir comment l'étudiante, elle est un petit peu mal prise avec l'examen physique, ça lui pose un problème, et comment le patient simulé, en fait, l'aide d'une certaine manière à lui suggérer des choses qu'elle peut faire pour justement faire l'examen physique. Alors, c'était intéressant pour nous parce que c'était une manière qu'avait le patient simulé dans les stratégies qu'il utilisait à essayer d'engager l'étudiante à faire quelque chose pour lequel elle n'avait pas forcément l'initiative de le faire. En l'occurrence là, elle doit faire un examen physique et elle ne sait pas trop derrière l'écran comment le positionner. Et c'est le patient simulé qui va lui amener la solution en disant si tu veux, je peux tourner ma caméra, je peux marcher, etc. Je peux te montrer. Donc, c'était pour nous intéressant aussi ce passage-là. Ça vous montre un peu aussi la manière dont on sélectionne des épisodes et quand on va de manière très micro à les analyser. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 2 recherches sur le plan méthodologique? Ce qu'on a privilégié, nous, dans ces 2 recherches, c'est à la fois le zoom avant et le zoom avec. Alors, vous allez voir que dans la littérature, je pense que c'est Nicolini qui dit quand on fait de la vidéoethnographie, il y a le zoom avant, le zoom in, zoom out, et il y a aussi le zoom with de Jarrett et Liu en 2018. Nous, on a plutôt focalisé sur le zoom avant, les micro-interactions, et sur le zoom avec, cette idée d'avoir une réflexion avec les participants qu'on a filmés. Parce que notre intérêt, c'était vraiment la micro-dynamique des interactions et des stratégies qui se mettaient en place dans ce contexte-là. Ce qu'il faut savoir, je pense qu'il faut se rappeler quand on fait de la vidéoethnographie, c'est que c'est une démarche naturaliste. C'est-à-dire qu'on est vraiment centré sur l'observation d'activités, sur l'analyse des actions, des interactions ordinaires des participants, et il y a une collaboration étroite avec le terrain d'enquête. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, cette collaboration que vous devez avoir avec le terrain d'enquête. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. On a aussi une certaine conception de l'action. On considère que l'action, elle est située, elle est incarnée, elle est collective, elle est distribuée. Donc, évidemment, ça nous amène aussi à réfléchir à notre propre conception de l'action. Et puis, il y a quand même des exigences de base très pratico-pratiques qu'il faut prendre en considération quand vous allez utiliser la vidéoethnographie. C'est la temporalité de l'événement. C'est quoi le début et la fin de l'événement? Comment je préserve une continuité temporelle, surtout par exemple quand on fait de l'ethnographie multisite ou sur une longue période, comment je préserve cette continuité-là? Est-ce qu'il est toujours possible de la préserver ou non? C'est des questions qu'on doit se poser. Au niveau des cadrages et du format de participation, quel cadrage j'adopte? Est-ce que je dois inclure tous les participants? Est-ce que je change de cadrage? Est-ce que je focus sur des événements particuliers? Donc, c'est des choses qui font penser avant.
Et puis, comment je peux aussi préserver cette écologie de l'action, s'il y a des objets qui sont pertinents à prendre en considération. Des enjeux techniques aussi, hein. Est-ce que je prends une caméra mobile ou non, des plans fixes ou non, des espaces fermés ou non, etc. Donc, il y a quand même un certain nombre de considérations très pratico-pratiques à prendre en considération. Donc, c'est sûr que souvent aussi, le chercheur, il va s'adapter aux circonstances. Il ne va pas, je dirais, aller à l'encontre des circonstances. Vous allez aussi adopter un principe de pertinence. Hein, ça veut dire ce que vous enregistrez dans les détails, ben, c'est pertinent pour l'organisation de l'action, pour sa compréhension. Vous allez respecter aussi probablement un principe de disponibilité. Donc, les enregistrements sont rendus disponibles à l'analyse. Ils vont être des ressources aussi pour moi comme chercheur, mais puis ils peuvent aussi être des ressources pour les gens avec qui je vais les analyser dans mes analyses de réflexivité ici. Et puis, c'est important pour vous aussi toujours d'avoir à l'esprit votre objet de recherche tout le temps. Hein. Qu'est-ce que je cherche? Il est là en arrière-plan constamment votre objet de recherche. Donc, voilà un petit peu le livre. Il y a un livre qu'on a publié en 2021 avec mon collègue Frédéric Matt, hein, où justement on revisite un peu la vidéo-ethnographie organisationnelle avec un certain nombre de collègues, justement pour aborder cette question de la sensorialité, de la matérialité, de la corporéalité, lorsque l'on veut aborder un certain nombre de pratiques, d'activités en milieu de travail. Et puis, on avait eu aussi une réflexion en 2017 avec un collègue qui est plutôt en cinéma, qui est Florian Grandena, et mon collègue d'une Bonneville. Et c'était un article publié dans la revue Sociologie, c'était le chercheur, la caméra et l'organisation, où justement on avait une réflexion ici autour de la vidéo-ethnographie multisite, donc multisituée. Alors ça peut être aussi une ressource intéressante si certains d'entre vous vont plutôt aller sur plusieurs sites au sein d'une même organisation, par exemple. Ça peut être une ressource intéressante. Donc voilà, je vais arrêter le partage et je pense qu'on peut y aller avec commentaires, questions, etc. Ben, un immense merci déjà, Sylvie. C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, tu vas très loin dans les processus d'analyse, etc. Donc, tu nous as dévoilé toute la méthode. C'est fascinant en même temps. Donc, je laisse Julie commencer. C'est Julie Ricard qui... Donc, levez votre petite main. Vous pouvez utiliser votre clavardage également. Merci beaucoup, madame, pour la présentation. C'est vraiment super intéressant. J'ai vraiment une question au niveau, peut-être, je ne sais pas si c'est pertinent, mais je comprends que dans les études que vous avez présentées, les patients et les participants étaient vraiment conscients qu'ils étaient filmés. Est-ce que dans les études que vous avez parlé au début, que les gens étaient filmés dans des espaces publics, est-ce que c'est arrivé dans le passé que justement, il y a des participants qui n'étaient pas conscients, qui étaient filmés et ils ont émis leur autorisation par la suite? C'est quoi les considérations éthiques dans ce genre d'études? Moi, je pense que c'est un point que vous soulevez qui est très important. Moi, je n'ai pas filmé des espaces publics dans mes propres recherches. C'était surtout des organisations, donc j'avais toujours l'autorisation préalable des membres de l'organisation. Je sais que Éric Laurier, que vous pourriez même contacter, là, je pense que c'est quelqu'un qui est assez ouvert. Éric Laurier, lui, travaille dans les espaces publics, donc comme géographe, et je pense que ça pourrait être intéressant peut-être de regarder un peu certaines de ses publications, peut-être qu'il l'aborde, parce que c'est vraiment ces milieux-là, lui, qu'il a investi. Lorenza Mondada, vous pourriez contacter aussi, elle a investi des espaces publics parce qu'elle a travaillé la dimension sensorielle, mais vous savez, dans des magasins qui vendent du fromage. Donc, vous pourriez tout à fait peut-être lui poser la question aussi comment elle a géré cet aspect-là, justement, de filmer dans des espaces qui sont publics. Donc, je pense que Éric Laurier et Lorenza Mondada pourraient être des personnes à contacter pour aborder cette question-là avec eux, parce qu'eux l'ont fait, oui. Rime.
pouvoir intégrer dans cet espace. Et merci beaucoup à Sylvie d'avoir partagé avec nous ses expériences en tant que chercheur qui s'intéresse à des thématiques très intéressantes. Alors, au début, en fait, elle a évoqué un questionnement, à savoir comment se construit cette manière de voir son terrain. Et là, je ne sais pas, je me pose une question, s'agit-il d'une co-construction entre chercheurs et participants? Ma deuxième en fait, observation, c'est par rapport au point aussi qu'elle a évoqué à distance, sentir à distance. Et là aussi, je m'intéresse à la pratique du chercheur. Un chercheur qui pratique à la fois la vidéo-ethnographie en ligne et la vidéo-ethnographie, est-ce qu'il a en fait la même pratique? Est-ce que sa pratique diffère en termes de tout ce qui est sensoriel et tout? Comment il parvient à sentir à distance le ressenti de ses participants? Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour la première question sur la manière de voir, c'est vrai que moi, je m'étais intéressée à ce moment-là sur la manière de voir organisationnelle que construisaient les membres de l'organisation. Mais sur cette question du voir du chercheur, l'article qu'on a coécrit avec mon collègue Florian Grandena, justement, aborde cette question-là, l'œil du chercheur derrière la caméra. Et on a justement dans cet article essayé de travailler ce regard du chercheur et la manière dont ce regard du chercheur se construit derrière la caméra. Et notamment, comme mon collègue était spécialiste en cinéma, il a pris une grille de lecture filmique pour analyser mes captations vidéo et en faire une analyse de la manière dont moi je regardais les choses et la manière dont je les filmais. Parce que ce qui était intéressant, c'est qu'en regardant les vidéos ensemble avec lui, il y avait des moments où ma façon de filmer était très assurée. Ça veut dire assurée dans le sens où je prenais des plans larges, où je décidais de prendre un plan rapproché, etc. Et il y avait des moments où ma manière de filmer était hésitante. Ça veut dire que j'avais des sortes de zoom comme ça et on voyait qu'il y avait une forme d'hésitation du chercheur sur qu'est-ce qu'il voulait vraiment aller regarder. Et dans cet article, justement, on interroge mes façons de faire derrière la caméra et ma façon de regarder les choses. Alors, je vous invite à aller regarder cet article-là qui détaille un petit peu qu'est-ce que regarde le chercheur derrière la caméra. Et j'ai trouvé que l'exercice que j'ai fait avec mon collègue en cinéma était intéressant parce qu'il m'a révélé des choses d'une certaine manière dans ma pratique à moi même de filmer. Donc ça, c'est un élément, peut-être que vous pouvez aller voir cet article-là parce que je pense qu'il pourra amener des éléments de réponse aussi à votre question. Et pour la deuxième question sur justement cette vidéo-ethnographie à distance, vous soulignez un point important parce que nous-mêmes, on était distants de nos acteurs comme chercheurs. Puis comme je vous ai dit, c'est une adaptation méthodologique qu'on a fait parce que la pandémie nous y obligeait. Je pense que ça exige aussi de nous de réfléchir maintenant beaucoup plus à cette méthodologie qu'on a mis en place là, parce qu'effectivement, on a une forme de distance avec notre objet de recherche. Alors, une distance qu'on a essayé de réduire, je pense, en ayant des groupes de discussion avec les patients simulés, donc évidemment qui se faisaient aussi à distance, là, mais en essayant de les avoir tous ensemble, parce qu'évidemment, on les filmait de manière individuelle, mais on a essayé de les avoir tous ensemble et d'avoir une sorte de dynamique collective où on regardait des vidéos avec eux, des épisodes, où on discutait de leurs pratiques avec eux. Donc, on a essayé de créer cette proximité-là avec eux dans ces moments de focus group. C'était une tentative, c'est sûr que ça remplace pas cette capacité qu'on a de pouvoir être immergé dans un environnement, mais d'un autre côté, j'ai envie de me dire, c'est une réflexion que je me suis faite, l'environnement dans lequel j'étais immergée, c'était un espace
virtuelle. Donc, d'une certaine manière, on a essayé de s'y immerger le plus possible dans un espace qui est virtuel et qui est Et ça pourrait se poser à n'importe qui, à un moment donné, pourrait être amené à travailler sur une organisation qui fonctionne en réseau, où les gens ne se voient pas, mais interagissent à distance, etc. Il faut quand même que le chercheur s'immerge dans cet environnement-là, dans ce contexte-là. Donc, je pense que ça doit nous amener aussi à réfléchir sur comment, méthodologiquement, je peux essayer de créer une proximité, même si l'environnement que j'observe ou que les acteurs que je suis sont forcément distants. Parce que c'est des univers maintenant qu'on va avoir à investiguer de plus en plus aussi. Oui. Merci beaucoup. Alors, vous voyez comme moi l'enchaînement des prises de parole, c'est Bir, Samba, Amida et Céline. Céline, tu peux descendre ta petite main. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. J'ai une question plutôt sur l'organisation des objets et notamment l'objet vidéo. Parce que j'en ai un gros volume à traiter. Je précise, ce n'est pas moi qui fais les vidéos, j'analyse des vidéos qui sont faites par les auteurs eux-mêmes de mon terrain. Donc, je prends des screenshots, je retranscris les vidéos et par la suite, je les mets sur un disque dur, si vous voulez, dans un dossier avec les captures d'écran, avec les retranscriptions, etc. Existe-t-il un logiciel qui pourrait faire ça, un genre de Tropy pour vidéo? Alors, ça va dépendre du type de vidéo que vous avez. Vous voulez un logiciel qui organise vos vidéos, c'est ça? Qui rassemble et qui me permet d'analyser dans le logiciel éventuellement ou d'annoter ou de mettre des métadonnées comme je peux faire pour les photos, par exemple. Oui. Alors, je pense qu'il y a un groupe en France, je cherche leur nom, qui travaille d'ailleurs avec Lorenza Mondada, il faudrait vérifier. Je cherche leur nom. Je pense qu'ils sont sur Lyon ou Grenoble. Je vais essayer de retrouver. Vous pourriez m'envoyer un email au pire, là, parce que je vais le retrouver assez facilement. Et eux travaillent énormément sur des vidéos, ils font que ça. Donc, c'est des gens qui sont des linguistes de formation, donc ils filment tout partout. Et je pense qu'ils ont développé une sorte de logiciel aussi pour analyser les vidéos. Puis, ils ont vraiment toute une démarche aussi de réflexion autour de comment outiller l'analyse, etc. Donc, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel, puis je vous enverrai le lien vers ce groupe de recherche-là, parce que ça peut être utile pour vous à ce moment-là, même de les contacter, puis de voir avec eux. Ouais. OK, super. Merci beaucoup. Samba, c'est à toi. Oui, merci Grosjean pour vraiment la clarté de l'exposition. En fait, ça a été très clair. Nous en remercions davantage. En fait, moi, je voudrais vous poser une question et avoir également un conseil. Lors de votre première étude, vous avez dit qu'il y a des moments clés qui sont intéressants à capter pour filmer, pour faire votre film. À partir de ce moment-là, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas de biais? Est-ce que des biais ne peuvent pas s'introduire? Est-ce que des biais ne peuvent pas s'introduire si les gens vous indiquent les moments clés? Ça, c'est la question. L'autre élément, c'est que je suis en train de travailler, je le disais tantôt avec Germain, sur les aires marines protégées. Je voudrais tout simplement comprendre les comportements stratégiques que développent les différents acteurs. Si j'utilise par exemple la vidéo-ethnographie, qu'allez-vous me conseiller? Quels sont les conseils que je pourrais avoir de vous pour étudier les comportements stratégiques des parties prenantes des aires marines protégées?
Merci. Pour la première question concernant les biais, c'est sûr que dans toute méthodologie, il y en a de toute façon, hein, que je fasse des entrevues, donc la vidéo-ethnographie n'y échappe pas. Ce qui est important, c'est d'en être conscient comme chercheur et de savoir qu'effectivement, ça se peut que les acteurs organisationnels ils aient souhaité que je filme quelque chose parce qu'ils ont peut-être un intérêt, mais ça, c'est pas gênant à partir du moment où j'en suis conscient comme chercheur. Et puis, justement, ça peut être intéressant de voir pourquoi ils ont jugé qu'il y avait un intérêt à ce que je sois là. Parce que ça peut aussi faire partie de stratégies organisationnelles qui sont intéressantes à voir aussi en termes de dynamique, de rapport de force ou des choses comme ça. Mais c'est sûr que c'est important aussi comme chercheur que je puisse aussi moi-même anticiper des moments où je veux aller. D'accord? Donc c'est sûr que quand je développe ma méthodologie, par exemple, comme chercheur, en ce moment, j'ai un étudiant qui est en train de développer sa méthodologie, par exemple. Il va faire de la vidéo-ethnographie pour observer dans une organisation publique qui a implanté une intelligence artificielle donc, dans un service pour la gestion du transport, comment l'équipe travaille avec cet algorithme-là. Donc, il lui faut identifier des espaces de travail qu'il peut aller voir parce qu'il veut voir comment justement le collectif travaille avec cet algorithme. Donc, c'est sûr que le chercheur, en amont, il va essayer d'en apprendre plus sur l'organisation, d'en apprendre plus sur comment travaille l'équipe, etc. Et à ce moment-là, il va se dire qu'il y a des moments clés là où je veux être. Ça peut être, par exemple, une réunion d'équipe qui a lieu régulièrement, où on sait qu'il va se passer des choses extrêmement importantes parce qu'il y a une coordination des actions, parce qu'il y a des informations multiples qui se passent, etc. Donc ça peut être un moment clé, une réunion. Mais il y a aussi des moments informels. Okay. Donc il y a des moments formels qui sont importants d'aller voir parce qu'ils ont un rôle à jouer dans l'activité organisationnelle. Mais il y a des espaces de travail qui sont informels aussi. Donc, d'où la présence souvent dans l'organisation aussi, l'intérêt d'être présent dans l'organisation et de pouvoir, à un certain moment informel, se dire, tiens, peut-être que régulièrement, il y a 2-3 acteurs qui décident de travailler. Par exemple, dans le cabinet de consultants, ça m'est arrivé d'être là, j'étais là les lundis matins parce qu'il y avait leur réunion, puis je restais un peu plus tard pour regarder des documents. Et puis un lundi matin, il y a eu une crise, il y a eu un événement, puis j'étais là. Et je leur ai demandé si je pouvais venir, puis regarder ce qui se passait avec ma caméra, par exemple. Donc, il y a aussi le terrain qui nous donne des opportunités comme chercheur, il faut savoir les saisir. Bon, ce qui exige aussi de vous d'avoir une certaine présence sur le terrain, d'être un observateur, etc. Mais c'est ça, c'est saisir des moments formels que je peux anticiper, mais il y a aussi des moments informels là où je peux être là. J'avais discuté à un moment donné avec Frédéric Matt, mon collègue, qui a fait aussi beaucoup de shadowing et de vidéo-ethnographie. Et puis, effectivement, c'est aussi cette possibilité qu'on a comme chercheur, quand on suit des acteurs, de pouvoir filmer des moments qu'on n'avait pas forcément anticipés. Donc ça, c'est important. Alors, pour votre propre projet de recherche, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre complètement parce que je ne suis pas certaine de vos objectifs et de ce quoi vous voulez travailler. Mais par contre, pour la première question, c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire. C'est qu'effectivement, certes, il y a des biais. L'important pour le chercheur, c'est d'en avoir conscience et puis cette capacité qu'on a quand on fait de la vidéo-ethnographie, de saisir des moments informels qu'on a déjà anticipés, réfléchis à des moments qu'on voulait filmer, mais aussi de filmer des moments informels. Par exemple, chez les arpenteurs géomètres, ça m'est arrivé à un moment donné où un arpenteur revenait du terrain. Il était devant un ordinateur avec le géomètre pour lui montrer justement des photos qu'il avait prises. J'ai pu capter ce moment-là d'échange qui était extrêmement intéressant, où justement il y avait une sorte de manière de voir collective qui se construisait devant cet écran d'ordinateur, et c'était extrêmement intéressant. Et ça, c'est un moment que j'ai pu capter parce que j'étais là à ce moment-là et que l'arpenteur arrivait, et que c'est l'organisation qui m'a donné cette opportunité de pouvoir capter ce moment-là.
Amida? Oui, en fait, merci beaucoup pour cette présentation qui est très riche et qui traite un sujet d'actualité. On voit bien le distanciel et la proximité en même temps. Et la vidéo, c'est une méthode qui pourra peut-être détecter des moments clés et dans un espace bien défini. Donc, ma question, c'est sur le terrain de la recherche, qui est un terrain que je trouve un peu sensible et du point de vue que la médecine, c'est comme l'armée, il y a certains protocoles vraiment qu'ils doivent respecter et certaines normes, bien sûr. Et je me pose la question, est-ce que durant votre recherche, vous avez pu, tout en suivant l'engagement corporel de ces médecins-là, vous avez pu détecter des pratiques qu'ils ont pu développer et des routines qu'eux-mêmes ne se rendaient pas compte? Alors ça, c'est une question intéressante que vous posez parce qu'en fait, dans notre échantillon de médecins, quand on a eu un petit échantillon de médecins qui ont accepté d'être filmés pendant les téléconsultations, on avait, je pense, 5 médecins qui étaient des médecins qui avaient déjà fait de la téléconsultation. D'accord? Donc, ils avaient quand même une certaine pratique de téléconsultation avant, en orthopédie, puis à l'hôpital, ils en faisaient assez régulièrement. Donc, ils avaient déjà adapté leur pratique clinique à la téléconsultation. Puis, on avait d'autres médecins qui étaient des résidents qui avaient accepté de participer et eux, ils avaient entendu parler de la téléconsultation, mais ils n'en avaient jamais fait. Et c'était assez intéressant quand on a regardé les vidéos de téléconsultation avec les médecins moins familiers. Il y en avait qui m'ont dit « Waouh, je suis complètement désorganisée, je pose 10 fois la même question à la patiente. » En fait, ils ont voulu prendre un schéma de pratique clinique qu'ils font en face à face et le coller à la télémédecine sans l'adapter. Et ce qui fait qu'ils se sont retrouvés complètement désorganisés et ils s'en sont rendus conscience en se voyant. Et ça, c'était intéressant parce que justement, on a pu voir que nos médecins, qui en faisaient depuis longtemps, en fait, avaient développé des stratégies avec le temps. Et donc, du coup, on a pu révéler ces stratégies-là, les identifier, puis ça nous a permis avec l'hôpital de développer un module de formation, en fait. Donc, en fait, on a utilisé des captations vidéo avec l'autorisation de nos médecins, des moments d'épisodes on les a sélectionnés et on les a mis dans un module de formation pour pouvoir former les autres médecins. Donc, ça a été utile comme ça à ce moment-là. Donc, en révélant les stratégies clés, en fait, on les a intégrées au module de formation. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait Céline après. Oui, bonjour. Je trouve la venue de la vidéo super intéressante. Moi, je travaille dans les environnements de travail. Donc, c'est moins question d'un à un, mais plutôt d'observer, entre autres, les pratiques liées à l'espace de travail. Donc, on parle d'un groupe souvent aménagé à air ouvert. Ma question est, parce que j'ai fait une petite recherche à un moment donné et j'ai demandé à tous les gens que j'observais qu'ils soient en accord, question éthique, que j'ai leur consentement pour pouvoir les observer. Mais il y a quand même une différence entre observer et filmer. Pour moi, il y a vraiment une grande différence. Et sur l'ensemble, il y a une personne qui m'a dit « Moi, je ne veux pas être observée ». Lorsqu'on parle de filmer, j'essaie juste de voir comment je peux utiliser cet outil-là sans bousculer les gens, avoir leur accord, parce que je comprends au niveau de l'entreprise, il n'y a pas d'enjeu. J'ai parlé avec l'entreprise sur mon terrain de recherche actuellement. Ils n'ont pas d'enjeu avec le fait que je filme, mais individuellement, la procédure serait probablement que je demande aux gens la journée d'observation et tout ça, s'ils sont en accord pour que je puisse filmer leurs pratiques reliées à l'espace de travail. Alors, comment on fait cette approche-là si
est-ce que je dois les informer automatiquement? Est-ce que à ce moment-là, je dois faire attention? C'est parce que lorsqu'on filme, pour que ce soit révélateur, selon moi, parce qu'au début, peut-être les gens vont faire en sorte de bouger ou d'utiliser les espaces en fonction de ce qu'on s'attend d'eux. Donc, il faut filmer quand même de bons moments pour pouvoir voir la réalité, là, comment l'usage des espaces se fait. Je trouve ça complexe un peu, puis je n'ai pas de solution miracle. Mais la première étape, souvent, c'est l'étape de négociation de votre entrée. Puis de votre entrée, vous, avec une caméra. C'est pas juste votre entrée à vous, c'est votre entrée avec une caméra. Puis ça, je pense que c'est important. Souvent, sur les terrains, moi, je leur expliquais pourquoi je mets la caméra. Quel est l'avantage qu'il y ait une caméra pour moi comme chercheur, mais aussi qu'est-ce que ça peut leur apporter que je filme, puis qu'est-ce que je vais... Il faut qu'eux, ils y voient un intérêt aussi dans l'analyse que vous allez mener. Qu'est-ce que vous allez leur amener dans l'analyse? Il faut aussi que vous puissiez leur expliquer pourquoi vous faites cette recherche-là, l'objectif, mais en même temps, je dirais, l'avantage qu'ils ont aussi à pouvoir y contribuer. Dire qu'est-ce que ça va leur apporter à eux que de comprendre justement toute cette question de la gestion de l'espace, etc. Donc, c'est dans votre pratique de négociation aussi que vous allez amener la caméra tranquillement. Donc, ça va être à vous aussi de trouver un moment d'être transparente, puis d'expliquer pourquoi vous voulez être là avec la caméra, l'avantage que ça apporte dans l'analyse de ces espaces-là. Et puis, qu'est-ce que ça peut leur apporter, eux aussi, en termes de compréhension de leur espace de travail. Donc, il faut qu'ils y voient aussi un avantage d'une certaine manière. Après ça, il y a cette idée aussi de préserver leur anonymat. Ça, il faut que vous garantissiez ça. Alors, c'est sûr que les comités d'éthique vont vous demander comment vous préservez l'anonymat des gens. C'est sûr que moi, par exemple, vous avez vu, tous les visages sont floutés. La seule vidéo que j'ai mise où ce n'était pas flouté, c'est que j'ai l'autorisation de ce médecin-là, parce que pas de tous, parce que c'est une des vidéos qui a été utilisée dans le module de vidéo pour la formation, puis j'ai son autorisation qu'on puisse l'utiliser avec son visage et tout. Pour la patiente simulée, c'est différent parce qu'elle autorisait aussi. Donc, si on utilise une vidéo avec le visage qui n'est pas flouté, c'est parce que j'ai l'autorisation de la personne que je peux utiliser sa vidéo. Mais sinon, on est obligé, quand on fait des publications ou autres, de flouter les visages. Puis ça, on garantit aux gens qu'on va préserver leur identité, la confidentialité, leur anonymat. En floutant leur visage, etc., etc. Après, ça se peut qu'il y ait des gens, si vous êtes sur un espace, qui refusent d'être filmés. À ce moment-là, vous allez les mettre hors champ. Ça se peut vous allez filmer, mais sur vos 5, 6 ou 8 personnes, il y en a peut-être 2, peut-être 3 qui ne veulent pas être filmés. Ils vont être hors champ. Donc, c'est aussi de leur garantir qu'ils ne seront pas filmés, ils seront hors champ. Par contre, est-ce qu'il vous autorise à faire un audio juste ou pas? Donc, il y a des fois des niveaux de négociation à avoir pour que les gens se sentent confortables aussi. Puis, il faut que vous leur ameniez des garanties, que vous allez préserver aussi leur anonymat. Ça, c'est important. Ce qui est arrivé, par exemple, avec mon collègue, on avait visionné des vidéos, puis parfois, les premiers temps qu'on filme, c'est aussi, moi, je dis toujours aux gens, on peut toujours arrêter de filmer à tout moment. Alors, ça m'est arrivé une fois pendant une réunion dans un cabinet de consultants, j'enregistrais, etc. Et là, il y a un des consultants qui m'a dit, est-ce qu'on peut arrêter d'enregistrer là? Parce qu'il y avait quelque chose qu'il voulait dire, partager avec le groupe, qu'il ne voulait pas que j'enregistre. Donc, à ce moment-là, j'ai éteint, je n'ai pas enregistré, il n'a plus parlé et j'ai repris mon enregistrement plus tard. D'accord. Mais ça, c'est des choses qu'il faut, évidemment, il faut le dire à vos participants pour qu'ils se sentent en confiance. L'entente est faite au niveau de ma personne ressource sur le terrain. Il n'y a pas d'enjeu, mais il faut quand même demander à l'ensemble des participants qui peuvent être. Je ne peux pas juste tenir à ce sujet-là. Non. Et moi, c'est parce que je comprends qu'on parle de vidéo où c'est à ce moment-là le chercheur qui filme et qui est présent.
moi, j'essayais d'aller un petit peu au-delà, puis qu'il y ait une caméra de positionner. Il serait avisé qu'il y a une caméra qui est positionnée, mais je ne serais pas nécessairement présente. Non, mais ça, c'est pas gênant parce que c'est vous qui allez positionner votre caméra, qui allez dire, ben, elle sera positionnée entre 8 heures et telle heure, par exemple. Vous ne serez pas présente, etc. Mais eux, il faut qu'ils sachent qu'il y a une caméra qui va être présente et qui va filmer pendant ce moment-là. S'il y en a qui ne veulent pas être dans le champ de la caméra, ben, c'est juste de leur indiquer quelles sont les places où ils ne sont pas dans le champ de la caméra, etc. etc. Donc ça, c'est des éléments comme ça. Mais normalement aussi, les gens qui vont être filmés, moi, je sais que mon comité d'éthique exige toujours qu'il y ait un consentement qui soit signé par tout le monde. Ouais. Donc ça, et dans votre consentement, vous allez pouvoir mettre, les gens peuvent cocher, j'autorise à ce que l'enregistrement vidéo soit utilisé pour des publications en fonction de ce que vous voulez faire avec ces enregistrements-là. Puis les gens peuvent cocher ce qu'ils autorisent ou ce qu'ils n'autorisent pas. OK. Ce serait comme la dimension supplémentaire par rapport à l'observation. Parce que l'observation aussi, il faut avoir le consentement de tout le monde. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que je mets dans mon consentement, je précise quand même, par exemple, si je savais que je voulais faire un module de formation et utiliser des extraits. Donc là, il fallait que j'ai le consentement, que certains m'autorisent à utiliser les extraits. J'ai eu le consentement de certains médecins, puis pas d'autres. Donc, j'ai pris que ceux qui m'avaient dit oui, vous pouvez les utiliser. Je vous remercie. Mathilda? Oui, donc merci beaucoup, hein, professeur Grosjean, pour cette belle présentation vraiment stimulante et enrichissante. J'aurais 3 questions, si je les ai bien regroupées. Donc, en premier lieu, cet été, j'ai dû collecter, donc, dans le cadre de ma thèse, des données. Donc, le but étant de comprendre les émotions et les perceptions des consommateurs dans les assurances par rapport à l'interaction avec un chatbot, donc en contexte d'IA. Et donc, j'avais 2 étapes, entre autres. Donc, la deuxième étape impliquait à faire du RTAP, Retrospective Think Aloud Protocol. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai l'impression que finalement, je me suis retrouvée dans le Zoom With, qui est un petit peu parallèle à ce que vous avez fait. Je veux juste être certaine que je comprends les nuances. Puis, donc, en faisant le RTAP, j'ai filmé aussi sur Zoom, comme c'était à distance. Je me dis, c'est un petit peu est-ce que j'aurais peut-être dû faire de la vidéo ethnographie dans un cas comme ça, comme je cherchais vraiment à comprendre, à les faire verbaliser à voix haute par rapport à tout ce qu'ils ressentaient. Donc, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est vraiment de comprendre un petit peu plus, si vous pouvez approfondir par rapport à tout à l'heure, vous disiez focus group, donc pour les médecins à l'étape Zoom With, ou je ne sais pas si j'ai bien compris, il y avait un questionnaire aussi. Mais je me dis, s'il y avait un questionnaire à ce moment-là, pourquoi on n'a pas été juste avec… si on voulait vraiment comprendre les perceptions, ou plutôt comment est-ce que les médecins se sont ajustés en post-pandémie, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas juste dû faire du RTAP ou c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec la vidéo-ethnographie? Et dernière question, vraiment, comment on analyse dans un cas comme ça, finalement, les vidéos qu'on obtient? Oui, c'est bien, tout ce qui est verbalisation, on peut le comprendre, on peut l'analyser avec des logiciels, mais tout ce qui est vidéo, les interactions, les malaises, les sourires, les émotions exprimées, qu'est-ce qu'on en fait avec tout ça? Merci beaucoup. Alors, pour la première question par rapport à votre méthodologie, par exemple, j'ai jamais utilisé le RTAP, mais j'ai utilisé ce qu'on appelle les entretiens d'autoconfrontation qui ont été développés par Yves Clos, hein, c'est une clinique de l'activité, qui sont aussi une forme je dirais, de dispositif méthodologique qui incite à la réflexivité quand on regarde ces vidéos. Alors lui, il a fait des entretiens d'autoconfrontation simples, donc quelqu'un qui a été filmé, qui est confronté à sa propre vidéo d'activité, mais ils ont fait aussi des entretiens d'autoconfrontation collectifs, où il y a quelqu'un qui est filmé dans son activité, et c'est le collectif qui l'analyse avec lui, d'accord? Donc, c'est différentes formes. Je pense que ce qui est important peut-être pour vous, c'est peut-être d'aller voir dans ces méthodologies qui sont plutôt réflexives, de voir que peut-être le dispositif est peut-être similaire sur certains points au vôtre, mais peut-être un peu différent. Puis c'est là où vous allez pouvoir vous dire, ben moi, mon dispositif à moi, il est un petit peu différent pour ça. Par exemple, dans les entretiens d'autoconfrontation,
c'est certes, on a la vidéo, mais on a un guide d'entrevue comme chercheur. Donc, j'ai des questions que je veux poser, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, oui, je confronte la personne à la vidéo, mais j'ai un guide d'entrevue. Dans un des chapitres de notre livre sur la vidéoethnographie, j'ai un chapitre de Rick Yedema qui utilise, lui, la vidéoethnographie réflexive. Et vous allez voir qu'il l'utilise différemment encore. C'est toujours pour stimuler la réflexivité, mais je dirais la méthodologie est un petit peu différente, mais le but est toujours pour stimuler la réflexivité. Lui, il le fait avec des collectifs de travail dans les hôpitaux pour améliorer la qualité. Donc, c'est vraiment de manière collective que ça se fait. Dans notre cas, à nous, quand on a fait justement le fait de regarder la vidéo, on était plus proche, je dirais, des entretiens d'autoconfrontation simples à la IFCLO, dans le sens où on a repris l'enregistrement des 15 minutes avec le médecin. Moi, j'avais quelques questions que je voulais lui poser pour approfondir des points. Puis, pendant l'observation, parce que j'ai observé aussi les moments d'interaction avec le patient, je pouvais mettre des tags sur pendant l'observation, des moments où, en même temps que j'observais, je mettais des tags. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je regardais la vidéo avec lui, j'avais accès à ces tags que je m'étais mis pendant mon observation, puis je revenais sur des moments avec lui qui avaient attiré mon attention, puis lui pouvait les détailler. Donc, évidemment, on avait un certain nombre de questions aussi qu'on s'était préparé pour creuser cet aspect sensoriel avec lui aussi. Donc, je dirais que c'était plutôt un zoom avec, mais inspiré des entretiens d'autoconfrontation croisés, simples. Puis là, j'ai perdu le fil de la deuxième question, je ne me rappelle plus. En fait, c'était par rapport au questionnaire et focus group, donc je pense que vous y avez... OK, parfait. Et puis la dernière, c'était par rapport à l'analyse des vidéos. Ah oui, alors pour l'analyse des vidéos, je pense que ce qui est important, par exemple, si vous vous intéressez à l'aspect sensoriel, par exemple à la manière dont la personne traduit des sensations, partage des sensations, etc. Ce qu'il faut faire, c'est quand vous allez faire la préanalyse, moi je vous encourage à faire des synopsis, parce que je visionne une première fois ma vidéo, je regarde. Puis là, j'ai en tête ce que je cherche à voir dans la vidéo, parce que tu peux pas, elle te donne plein de choses, les vidéos, mais toi, tu cherches quelque chose dans ta vidéo-là, tu cherches des sensations, des émotions, alors évidemment, et là, tu vas décrire ton synopsis, puis tu vas commencer à dire, oh là, il y a un moment donné, l'intuition du chercheur, là, il parle, peut-être que la personne, elle parle elle parle de sensations. Elle dit, j'ai eu peur, j'étais énervée, etc. Donc, c'est je dirais, des indicateurs linguistiques clairs qu'elle est en train de partager les sensations. D'accord? J'ai l'indicateur linguistique de ça. Après ça, tu peux être attiré par des mouvements corporels particuliers, par des faces particulières, des traductions au niveau de sa face, de son facial, etc. Donc, tu peux revisionner ta vidéo en disant, là, je vais moins focuser sur ce qu'elle dit, mais je vais focuser sur sa gestuelle, sur ses faces, etc. Puis tu le mets dans ton synopsis parce que ce que tu cherches, c'est des aspects justement des sensations qu'elle partage. Donc, il faut toujours, quand on regarde les vidéos, avoir à l'esprit, mais qu'est-ce que je cherche dans les vidéos? Il ne faut pas perdre ça à l'esprit, parce que sinon, tu es noyé dans une foule d'informations. Donc, il faut revenir à ce que tu cherches tout le temps. Et tu vas par étapes. Donc, le premier visionnement, où là, je me mets. Après ça, les épisodes que j'ai identifiés dans mon premier visionnement avec les synopsis, je reviens dessus. Je les revisionne une deuxième fois, je regarde pourquoi il a attiré mon attention, etc. Et là, je commence à une analyse plus fine. Alors après, au niveau des analyses, là, tu as plusieurs possibilités. Moi, je fais une analyse des interactions comme le font les chercheurs en linguistique interactionnelle ou en sociolinguistique, donc basée sur l'analyse conversationnelle, les démarches ethnométhodologiques, etc., tout ce champ-là. Donc après, tu peux t'inspirer aussi de ces analyses-là. Je sais qu'en communication organisationnelle, il y a aussi François Corrène qui fait des analyses d'interaction. Tu peux aller regarder comment il les fait, etc. Donc, tu peux aller voir chez certains chercheurs comment ils font l'analyse de ces interactions-là. Ça te donnera un petit peu peut-être un modèle d'analyse que tu as envie de suivre, avec lequel tu es plus confortable ou qui est plus pertinent pour ce que toi tu cherches, par exemple. Je vous remercie. Oui, ouais.
Merci beaucoup pour la présentation, c'est vraiment très intéressant. Mais j'ai deux questions en fait, qui approfondissent un peu justement ce qu'on vient de discuter. Parce que j'ai bien vu là, on peut avoir ce que les gens ont dit, on peut avoir les mouvements du corps, etc. Est-ce que les émotions, vraiment, parce que dans le sensoriel, moi j'avais mis un peu les émotions, est-ce que les émotions, là, on est quand même obligé de s'arrêter à la patiente qui dit oui, ça me fait mal ou non, ça me fait pas mal, etc. Ou est-ce qu'il y a des moyens de coder un petit peu ça et puis donc d'aller jusque-là? Et la deuxième question, c'est justement sur autoconfrontation croisée. Là, pourquoi vous ne l'utilisez pas là, pour on a eu les deux recherches, mais enfin l'une ou l'autre, parce que vous voyez que ça ne va pas être utile, ça ne va pas apporter des choses nouvelles, ou alors ce n'était pas possible, mais pourquoi pas de croiser dans l'un ou l'autre, ou les deux cas qu'on a vus là? Dans le premier cas, on ne l'a pas choisi parce qu'on voulait plutôt avoir une réflexion avec le médecin qui est tout de suite après son intervention, lui, plutôt qu'il puisse nous donner accès à la manière dont il avait raisonné. Donc, c'était plutôt individuel, d'où l'autoconfrontation simple, parce qu'on voulait avoir accès à son raisonnement, à comment il avait raisonné. Dans la deuxième recherche, on était collectif avec les patients simulés. C'est moins de l'autoconfrontation croisée parce qu'on ciblait plutôt des épisodes. C'est pas dans l'autoconfrontation croisée pure à la Yves Clos, c'est les gens qui sélectionnent les épisodes. Là, c'est les chercheurs aussi, là, puis etc. Mais les gens peuvent s'arrêter sur des épisodes. Là, en l'occurrence, c'était plutôt nous qui nous arrêtions sur des épisodes qu'on voulait je dirais, on voulait voir avec eux. Nous, on avait analysé ces épisodes-là, on en avait tiré un certain nombre de choses, mais on voulait aller plus loin avec eux dans l'analyse. Donc, en fait, c'était plus pour nous approfondir l'analyse avec eux. C'est ça. Après ça, il y a aussi des réalités qui s'imposent à nous. Tu sais, par exemple, dans la première recherche, autoconfrontation croisée, je pense qu'on ne l'aurait pas pu faire parce que les médecins sont très, très pris. Et puis, les avoir les 10 en même temps, là, oubliez ça, c'est comme impossible. Donc, les avoir individuellement, on pouvait. Ils finissaient leur clinique à 5 heures, ils nous rejoignaient au lab à 6 heures, puis on leur offrait le lunch, là, où il y en a qui prenaient leur quart à 8 heures, puis ils venaient avant, là, mais tu es obligé de t'adapter à leurs horaires, d'une certaine manière. Et les émotions, est-ce qu'on peut les coder? Enfin, alors, moi, je ne fais pas du codage. Dans la manière d'analyser les interactions, c'est que ce qui m'intéresse, c'est la dynamique interactionnelle. Ce n'est pas forcément uniquement ce que dit la personne. C'est par exemple, la patiente peut dire ou faire quelque chose qui peut être l'expression d'une émotion, je pourrais l'interpréter comme ça, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas comment moi je vais l'interpréter, c'est comment le médecin l'a interprété. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique interactionnelle entre les gens. Donc, et d'ailleurs, quand j'étais à l'université, j'avais un prof qui disait la conversation évolue toujours au risque du malentendu. Ce qui m'intéresse, c'est comment les interactants eux-mêmes stabilisent du sens. Donc, ce n'est pas à moi, c'est de pouvoir voir à travers mon analyse comment du sens se co-construit. Et donc, du coup, si effectivement la patiente ou le médecin vont à un moment donné interagir d'une certaine manière pour essayer de faire sens de la situation ou sentir ensemble, ce qui m'intéresse, c'est cette dynamique interactionnelle. Merci beaucoup.